Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, c'est l'heure du podcast Mindset by Vince. Get ready, c'est pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames et messieurs. Bienvenue pour cette première émission, ce premier épisode du vidéo podcast que je vous propose. Mon nom est Vincent Leclerc, coach hypno, conférencier, motivateur et surtout un passionné de l'être humain et de tout ce que les hommes et les femmes de la planète peuvent réaliser grâce à leur peur, grâce à leur motivation, à leur mindset. Et on va partager ensemble un moment plus ou moins long en fonction des personnes, de ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils ont envie de partager avec moi. Et on va faire ça sous forme de discussion à chaque fois. Et mon premier invité, c'est quelqu'un avec qui j'ai la chance de vivre une aventure. On est allé faire un tour à Las Vegas, il y a eu plein d'anecdotes. Et c'est un petit peu ce qui a motivé, si vous voulez, le démarrage de ça. Puis je vous le présente tout de suite. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Olivier Monin. Comment ça va, Olivier? Ça va super bien, Vincent. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, déjà. Et je suis ravi, en fait. Et alors, pour les anecdotes à Las Vegas, tu racontes pas tout, hein? Non, on racontera pas tout, bien sûr, parce que ce qui est à Vegas, ça reste à Vegas, bien sûr. Donc, Olivier, j'aimerais que tu te présentes rapidement pour les personnes qui vont regarder, qui vont écouter ce vidéo podcast. Qui es-tu? D'où viens-tu exactement? Alors, je m'appelle Olivier Monin et j'ai presque 50 ans. Je dis bien presque. Je savoure cette dernière année qui va se solder par cet âge fatidique avec une nouvelle vie qui commence que j'ai déjà un petit peu entamée. Et je pense qu'on va en parler. Si tu avais à qualifier, là, parce que tu dis que tu es en train d'attendre cette fameuse date fatidique des 50 ans, puis je te rassure, hein, ça fait pas mal. Moi, j'en ai 52 aujourd'hui, ça passe très, très bien, les 50 ans. D'habitude, les gens font une belle fête en plus pour bien souligner la chose. Tu me parles, fais-moi un résumé en quelques phrases de tes 50 premières années de ta vie avec, je sais pas moi, si tu avais à faire un bilan rapide en mode genre une télécommande fast-forward. Un bilan rapide serait de dire que j'ai eu plusieurs vies. Voilà, que j'ai pas suivi un seul chemin. C'est-à-dire que je me suis autorisé à changer d'avis, de changer de direction au fur et à mesure de mes expériences. Donc, je me suis, enfin, depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai besoin, enfin, je cherche la confiance en moi. Et en fait, je l'ai trouvé à travers des passions. C'est un peu ce qui a drivé ma vie. J'étais adolescent, j'avais jamais mis les pieds sur une piste de danse. Et j'ai décidé de me lancer. Et à partir du moment où j'ai dansé, j'ai voulu apprendre la danse pour être le meilleur. Et j'ai fait ça un petit peu avec toutes les passions qui se sont présentées à moi au cours de ma vie. J'en ai quelques-unes. Je sais pas si je fais la liste tout de suite parce que sinon ça va être plus long que ce que tu me demandes. Mais en tout cas, c'est à travers toutes ces passions et à chaque fois en essayant d'être le meilleur parce que j'y prends du plaisir que je bâtissais une confiance. Voilà. Donc c'était une compétition, mais surtout avec moi-même, quoi. OK, une compétition avec toi-même. Puis, quand tu parles de compétition avec toi-même, c'est super intéressant. Ce côté compétitif, qu'est-ce qui l'alimentait puis qu'est-ce qui le freinait? De façon, je veux dire, j'aime pas généraliser, mais on reste qu'on est tous des êtres humains, des êtres de chair et de sang, et on a des émotions, et il y a des choses Mhm. qui nous motivent, des choses qui nous démotivent en fonction de notre éducation qu'on a vécue, ainsi de suite. Toi, c'est quoi qui allumait justement ces passions et qu'est-ce qui pouvait les freiner? Et aujourd'hui, avec bientôt 50 ans, quand tu fais le bilan, est-ce que tu penses que est-ce que tu sens que tu as progressé? Est-ce que tu sens qu'il y a des moments, ça crée des blocages? Comment tu vois la chose? Alors, la question un petit peu compliquée, mais j'ai une idée assez précise en fait de ce qui moi m'a bloqué, parce qu'on tu as parlé de blocage plusieurs fois. En fait, je me passionnais pour quelque chose, j'avais envie d'être le meilleur, donc je me procurais très vite tout ce qui me permettait d'être le meilleur. Si c'était de la magie, je l'ai pas évoqué, mais voilà, j'ai acheté plein de livres, plein de vidéos, etc. J'ai voulu rencontrer des magiciens, etc. Et en fait, dans chaque passion que je débutais, je me mettais un planning intenable parce que je voulais tout faire vite, etc. Et en fait, on finit un petit peu par s'épuiser à faire ça. On ne se laisse pas le temps de progresser à un rythme qui est soutenable, hein, tu l'as dit. On reste des humains et donc on a des limites physiologiques, mentales, etc. Et au bout d'un moment, je m'essoufflais et je passais. Alors, j'arrêtais la passion pour passer à une autre, mais avec exactement la même façon de procéder. Donc, forcément, je ne suis allé au bout de rien. Alors, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas fantastique, mais on va dire que je ne suis pas allé au bout du plan que j'avais initié pour chaque discipline. Mais si je fais un bilan à 50 ans, je suis assez content de savoir faire beaucoup de choses et de savoir le faire pas trop mal. Voilà, et ça me sert beaucoup aujourd'hui. Ouais, ça te sert. Donc, on est d'accord que il y a des hauts, des bas, et comme dans
toutes les fameuses phrases de développement personnel où les gens disent, voilà, on apprend par nos échecs, on est toujours en situation d'apprentissage, et ainsi de suite. C'est jamais simple parce que ben, un échec, c'est frustrant. Et toi, ben, ça, visiblement, ça a payé parce que ces défis que tu relevais étaient là pour, on va dire, attiser la flamme pour que tu puisses continuer. Est-ce que tu Ouais, considères que tu en faisais des fois plus, trop, pas assez? en fait, c'est exactement ça. J'ai utilisé euh, ces passions pour lutter contre la peur de l'échec. Ah, Ouais, la peur de l'échec, c'est ma pire ennemie, hein. Elle m'accompagne partout où je vais, dans tout ce que je fais depuis très longtemps, et je pense qu'elle me lâchera jamais. Mais l'avantage des passions, c'est d'avoir plus d'envie que n'importe quoi d'autre de s'y mettre à fond, et donc on obtient des résultats. Et par ce biais-là, en fait, on se crée une expérience qui va aider, parce qu'elle permet jamais de l'annihiler, mais en tout cas aider à lutter contre cette peur de l'échec, qui est la peur de l'échec futur, évidemment. Donc le succès de la réussite passée m'aide à réduire cette peur de l'échec, parce que je me dis, si j'ai réussi avant, bah je vais sûrement réussir là, j'en ai aucune idée, peut-être que cette fois ça marchera pas, mais je m'accroche à cette idée-là et c'est beaucoup plus facile de la maîtriser, de la dominer, de la réduire, quoi. Voilà. OK, c'est comme un carburant finalement qui va venir alimenter le moteur de l'envie de continuer plutôt que de l'étouffer et de se dire, ah non, si ça marche pas, je me plante. Parce que ben, la peur, c'est quelque chose qui est alimenté par des images qu'on se balance dans la tête d'un futur peut-être probable qui n'existe Ouais, pas. Et ça peut être dans la prochaine seconde, comme dans la prochaine journée, comme dans la prochaine semaine, le mois, l'année. Et toi, cette peur-là, tu l'as, on en vit tous les jours tous d'une façon ou d'une autre, mais c'est quoi ça te procure, cette peur-là, ou c'est quoi que ça te donne comme sensation? Tu avais à me parler justement d'une peur classique et la façon dont tu le vis et comment tu fais justement pour soit te bloquer parce que c'est toi qui provoque la peur, c'est toi qui l'alimente, ou comment tu fais pour t'en sortir? ouais. Pour sortir de la peur, comment je fais? Ouais. Ben, évidemment, je peux pas prédire que le futur sera positif. En tout cas, je peux m'accrocher à l'idée que je saurais reproduire les succès du passé. Parce qu'en fait, ils sont pas liés à la chance, pas complètement. La chance, c'est un petit coup de pouce de temps en temps, et puis certains spécialistes diront qu'on la provoque. Mais je me dis, si j'ai été capable dans le passé de me donner les moyens d'arriver à ce que je voulais faire, d'arriver à un objectif ou d'être au niveau que je souhaitais dans quelque chose, je me dis, bah, je vais trouver le moyen, quoi que j'entreprenne de nouveau pour être au niveau, quoi. J'ai toujours trouvé des solutions, donc pourquoi j'en trouverais pas la prochaine fois? La peur est toujours là, mais je me dis, bon, pourquoi j'y réussirais pas ce coup-ci, quoi. Voilà. Donc ça m'aide en Donc, si je fait résume, à la dominer. OK, OK. Donc, tu t'alimentes de tes réussites qui deviennent un carburant, qui t'aident à surmonter. Et à un Exactement. moment, il y a des moments plus compliqués, il va falloir le petit coup de boost en plus du côté carburant pour pouvoir passer au-delà de ça. Bah, ça, c'est l'avantage de l'âge. Plus on avance et plus on a de réussite, à condition de se donner les moyens d'en avoir, sinon c'est plus compliqué. Si on a cultivé une culture de l'échec en permanence, bon, ça va être plus compliqué. Mais ouais, c'est l'avantage de l'âge, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je me sens encore plus en capacité que dans le passé à réussir quelque chose. Puisque surtout qu'en plus, je combine tout ce que j'ai pu apprendre à travers ces passions ou n'importe quoi d'autre, bah, je le combine aujourd'hui pour entreprendre tout ce que je fais. Tu le sais bien, tu connais plein de choses d'un point de vue technique et dans plein de domaines différents d'ailleurs, pas que dans ça, tu t'en sers aussi dans ton métier. Et moi, je fais la même chose, c'est-à-dire que bah, si je fais une formation, j'ai envie de mettre dedans un peu de magie, un peu de vidéo, un peu de comment dire de jeu parce que j'aime beaucoup le jeu, de faire des analogies avec certaines passions, avec l'astrophysique, pourquoi pas, on y arrive. Enfin, voilà, donc Oui, mais c'est on met tout ça, ce qu'on sait faire dans c'était. quelque chose et on arrive à produire un résultat plus qualitatif plus facilement. Ouais, OK, voilà, j'ai envie de le OK, dire comme OK, ça. OK. OK, ça sonne bien, ça sonne très, très bien. Et Ah bon bah voilà. donc, à presque 50 ans aujourd'hui, euh,
c'est quoi ton plus gros défi, là? Tu en as eu plein, tu l'as dit, à l'adolescence, voilà, tu étais un assoiffé, tu te donnais des passions, tu y allais à fond, tu donnais beaucoup d'énergie pour surmonter ta peur, tu servais de tes réussites, ainsi de suite. Bref, tu as fait plein de choses, jusque de l'astrophysique, ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que quand j'ai lu ça, parce que je t'ai posé des questions pour les personnes qui nous regardent un petit peu avant pour avoir un peu de matière pour qu'on puisse discuter, te relancer, et là, tu parles d'astrophysique, ça m'intrigue beaucoup. Peut-être avant de parler de ça, si tu avais à me parler de ton gros défi actuel sur lequel peut-être justement, tu t'es lancé ce défi-là pour aller rechercher cette peur-là parce que c'est aussi la peur qui peut te donner ce carburant pour passer à la prochaine étape. Parce que ça bloque, mais ça peut aussi te donner le petit coup un petit coup d'adrénaline. C'est quoi ton prochain défi? Ouais, alors mon prochain défi qui me fait peur, hein, peut-être même plus que le reste, puisqu'il paraît que c'est la deuxième plus grande peur de l'être humain après la mort, c'est dompter la scène en fait. Je me suis lancé récemment dans une activité de conférencier professionnel et de stand-upper. Donc dompter la scène, c'est-à-dire être capable d'être à l'aise sur scène, de la maîtriser, de maîtriser mon rythme, mon flux de parole, l'interaction avec le public. Ça, c'est vraiment mon défi. Et évidemment, tout ça implique le fait de gérer cette peur d'y aller parce que bon, qu'on a une date programmée dans un mois, ça va, c'est gérable. Quand c'est demain soir, c'est plus dur. Donc voilà. Et ça, à chaque fois, ça me le fait, c'est forcément. Donc 2 jours avant, faut pas me parler. Voilà, je suis pas accessible. Ah oui, Je me suis c'est à trop ce point-là. concentré. Et ah ouais, et la peur. Je sais que toi, tu sais gérer la peur. Enfin, je sais même pas si elle existe encore d'ailleurs chez toi, mais 30 secondes avant, Ah, tu es elle capable existe d'avoir une toujours, hein? conversation téléphonique avant de monter sur scène. Moi, j'en suis pas encore là. Donc, si tu veux, cette peur-là, je crois que c'est la plus grande que j'ai encore, et donc c'est le plus grand défi que j'ai à surmonter. Voilà. OK, donc la scène. Et quand tu parles de Ouais. scène, bon, conférencier, on va en venir, Oui. on va justement voir ce qui t'a amené à vouloir être conférencier parce que tu as fait des études, tu t'es promené, tu m'as écrit que tu avais été acheteur dans une entreprise, après ça, tu es passé du côté de la vente et là, c'est devenu complètement différent, même dans la Ouais. démarche, dans ce côté un peu challenge, parce que tu es quand même quelqu'un. Est-ce que tu pourrais te qualifier de quelqu'un qui aime les challenges? Ah, mais je ne vis que par ça. OK, Je tu ne ne vis vis, que je par ne ça. vis que par ça. S'il y a pas de challenge, etc., je vois pas l'intérêt. Enfin, s'il y a pas ce côté stratégique, ludique, et avec un défi et un succès à aller chercher, je vois pas l'intérêt de se déchaîner, quoi, ou de se motiver ou de se OK, bouger. à ce Donc, point-là. je ne fonctionne que par ça. Soyons OK, clairs. OK. Soyons clairs. Que ce soit clair, monsieur, c'est comme ça que ça marche. Et donc, Exact. tu as eu un passé d'acheteur en entreprise. Bon, tu as travaillé en entreprise. Tu me fais rapidement ton CV, là. C'est quoi? Tu as été livreur de pizza, après ça, tu es passé acheteur dans une entreprise? Non, comment c'est quoi ton parcours? Non, pizza, j'ai pas encore fait pizza, mais ça peut arriver. On peut se passionner pour des trucs comme ça. Non, non, non. En fait, j'ai fait des études techniques. Moi, j'étais passionné d'électronique parce que, bon, dans mon enfance, je lisais des BD, ça parlait d'électronique. Voilà, je me suis passionné d'électronique. Je me suis dit, tiens, je veux faire ça. Voilà. Donc, je suis des études techniques. J'étais plutôt bon en maths et en physique. Et je vais à la fac et je suis voilà, un master d'électronique. Enfin, et je me suis rendu compte quand même que je me voyais pas travailler là-dedans. Voilà, c'était un peu tard, c'était en fin de parcours, mais je me voyais pas. Et j'ai eu la chance, parce que la chance fait partie aussi de la vie quand on voit les opportunités qui se pointent. Bah, dans ce master, on parlait d'autre chose que d'électronique. On parlait un peu des activités dans l'entreprise, la qualité, les achats, la gestion de projet. Et je me dis, mais les achats, c'est un métier, ce truc-là. Ça veut dire être client, c'est un métier. Et comme je m'étais dit que je serais jamais vendeur parce que j'avais pas assez de confiance, pour moi les vendeurs sont des gens très confiants, euh, je me dis bah non, ce sera pas pour moi. Et je me dis tiens, si on peut tenter le coup, mais par l'autre côté, c'est-à-dire être client, ça me paraissait beaucoup plus facile. Et du coup, j'ai fait une école, donc une année de plus, pour avoir un troisième cycle en achat. Bon, je me suis rendu compte que le métier d'acheteur était pas plus facile que le métier de vendeur, mais en tout cas, voilà, c'était un stratagème psychologique pour passer vraiment du monde technique au commerce. J'ai fait OK. ça pendant OK. 15 ans dans l'automobile, donc 15 ans? c'est Ah un oui, quand même. ouais, 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 c'est un milieu qui est exigeant, ça va vite.
Voilà, faut avoir des résultats rapidement. Il faut être bon partout en automobile. Faut être bon en qualité, en délai, en coût, en innovation. Faut être bon partout. Donc, Et ça t'a challengé pendant 15 ans. Tu étais vraiment. ouais, Est-ce que je peux dire sous pression ou c'était du bon challenge pour toi? il y a eu les deux, évidemment. Le début il y a eu plus de pression et donc des challenges avec, mais j'ai quand même appris beaucoup. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans un monde industriel où on apprend énormément de choses. Donc je m'en plains pas, je garde pas de mauvais souvenirs, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. C'est un monde qui est sous pression en permanence. Oui, Mais donc ça t'amène à changer, donc basculer du côté vendeur. Mais juste avant qu'on parle de vendeur, tu as dit quelque chose, quand tu as commencé à présenter cette partie-là, tu as parlé d'opportunité, de la ouais, chance. ouais. C'est quoi ta vision de ça, toi, de l'opportunité, la chance? Avant qu'on passe sur la partie vendeur, parce qu'on parle après de ce que tu fais aujourd'hui. Bon, tu te lances dans la conférence, le One Man, mais tu as aussi d'autres activités, tu as fait plein de choses. La chance, les opportunités, tu définis ça comment? Je définis ça comme quelque chose qu'on prévoit pas. En fait, c'est la rencontre un peu entre le hasard et l'initiative, c'est-à-dire l'initiative de faire des choses. Et puis le fait que cette initiative va t'emmener sur une route où tu vas croiser soit d'autres personnes, soit tu vas voir ou vivre des situations qui vont te faire comprendre certaines choses. Et la chance, c'est juste saisir ce moment-là, donc la rencontre du hasard et de l'initiative, pour prendre d'autres décisions peut-être ou influer la course dans laquelle on est. Voilà, pour moi, c'est ça la chance. Mais faut y être sensible. Il faut y être sensible. La chance. J'ai envie de te dire, c'est une question de mindset, quoi. C'est complètement une question de mindset, la chance. C'est si on pense que tout va aller mal, bah on verra que le mal partout. Alors, je sais que c'est une découverte pour personne, ce que je suis en train de dire, mais vraiment, il faut tenter les deux d'une journée à l'autre pour voir la différence. Voilà, pour OK. voir ce que la journée t'a amené comme bonne chose, mais parce que t'as bougé, hein. C'est-à-dire, c'est pas en restant chez soi que la chance va sonner, c'est pas ça. Ça peut arriver, mais en général, c'est pas la chance. Quand ça sonne, c'est pas la chance. Bon, bien sûr, chez En toi, général. c'est pas la chance. Et puis, on peut C'est pas essayer l'autre de voir. nécessairement la chance qui va sonner. Exactement. Ou alors, faut être très, très, très optimiste. Et puis Écoute, après, voilà, on peut regarder une journée et se dire, bah, je vois tout en négatif. Ça, c'est plus facile à faire, de tout voir en négatif. Euh, bon, enfin voilà. Donc c'est vraiment une on question a juste d'état allumé la d'esprit, télé, quoi. hein. Il faut regarder ce que la journée nous a apporté de positif. OK. Et depuis que je fais OK, comme OK. ça, Donc, plus faire un. souvent comme ça, je t'assure que ça change beaucoup de choses. On va plus vite. On sait à qui parler, on sait où aller, on a envie d'y aller, on a envie d'y retourner. Enfin voilà, ça accélère beaucoup de choses de vouloir saisir sa chance par la manière dont je l'explique. Est-ce qu'on pourrait dire, par rapport à ce que tu viens de raconter, d'exprimer, que ben, c'est aussi une forme de carburant. Ça veut dire le fait d'être en mouvement, c'est comme le carburant pour activer la chance et les opportunités. Si tu restes statique, c'est comme sur un vélo, si tu pédales pas, ben, à un moment, tu vas tomber, quoi. Tu vas pas faire, tu vas pas avancer, tu vas pas garder l'équilibre. Plus tu bouges, plus tu as de chance, plus tu as d'opportunités. Oui, oui, c'est un phénomène complètement dopant. C'est-à-dire que des fois, de temps en temps, j'essaye de pas provoquer la chance, hein, rester un petit peu chez moi, travailler sur il se passe pas grand-chose en général. Donc ça me rappelle que c'est en y retournant et en faisant des choses qui va se passer que la chance va se pointer. Donc c'est un vrai carburant, ouais. Ouais, ouais, ça aide Donc, à se bouger, ça aide à se bouger. magnifique. Tu as eu la chance de devenir vendeur, parce que je pense que c'est quelque chose qui a vraiment fait un point de bascule dans ta vie, dans ta carrière, dans ce que tu fais comme activité. Ouais, c'était une belle revanche sur la vie pour moi, hein. C'est-à-dire c'est une belle Une revanche revanche sur sur la vie ma vie, carrément. c'est-à-dire sur mes craintes quand j'étais gamin, je me dis je serai jamais vendeur, c'est voilà, faut avoir une confiance incroyable, il faut oser, il faut avoir de l'audace, etc. Et donc c'est une belle revanche parce que je me suis prouvé à moi-même que j'en étais capable. Mais pourquoi c'est une chance? C'est pas d'être vendeur en général. Je voudrais pas véhiculer l'idée que enfin, si vous devenez vendeur, vous considérez que vous avez vachement de chance dans votre vie. C'est pas ça. C'est que en fait j'ai eu la chance de pouvoir vivre l'autre côté de la table. Quand je dis l'autre côté de OK. la table, c'est l'autre côté de la table de négociation.
Parce que justement, Et là, ça m'a ouvert la boîte noire. J'ai compris énormément de choses ça. ça m'a renvoyé l'image de ce que j'ai pu être moi en tant qu'acheteur dans le passé, et ça me fait comprendre ce que vivaient les vendeurs, etc. Et du coup, j'ai élaboré plein de réflexions sur la manière d'améliorer les interactions entre les acheteurs et les vendeurs, ou d'aborder la négociation d'une manière générale, et ça alimente beaucoup ce que je propose aujourd'hui, c'est-à-dire mes formations, les conférences, etc. Donc Euh, justement, on arrive au point, on va dire au point, je veux dire, culminant de la première montagne, parce qu'il te reste une autre montagne à gravir, qui est la Seine aujourd'hui. Et là, tu ouais, arrives en haut de cette montagne, tu es acheteur, tu passes vendeur, et ouais. là, boum, tu comprends la mécanique des deux et tu te dis, ça y est, tu montes ta boîte. Parle-nous un petit Ouais. peu de ton activité, de ce que tu proposes et pourquoi tu es bon là-dedans. Alors ce que je propose aujourd'hui, c'est des conférences donc sur la nécessité de négocier et comment on doit le faire. Donc c'est pas uniquement une technique, c'est-à-dire que j'apporte pas uniquement une méthode. Je le fais et j'essaye de simplifier les choses pour que tout le monde puisse y accéder. Mais quand je m'adresse aux professionnels, je leur fais comprendre que si on continue de négocier sur une base de pouvoir où on tire les avantages à soi, et qu'on n'est pas dans la création de valeur, cette façon de procéder qui est encore très répandue, et la plus répandue, elle a une limite. Elle a une limite parce que les ressources vont venir à manquer, parce que on va se battre de plus en plus fort entre entreprises qu'entre clients et fournisseurs, parce que il y aura moins de possibilités de se fournir. Et puis, ou alors il y aura moins de clients en face pour demander. Donc en fait, il Donc, en faut gros, penser long c'est. terme, il faut penser à corps solide, à corps durable, il faut être dans une démarche vertueuse de la négociation. Donc ça, c'est des choses que j'aborde avec une analyse aussi de la société et de vers quoi elle va évoluer. Et je propose également des formations pour les acheteurs et les vendeurs. Et l'aspect original de mon approche, c'est d'aller voir les acheteurs en leur disant, il faut que vous appreniez à vendre. Parce que vous savez pas vendre. Donc en interne dans votre boîte, vous vous faites cracher dessus, et vous voulez toujours qu'on vous respecte et qu'on vous intègre dans les projets, mais vous savez pas vendre votre valeur. Et ça, c'est embêtant. De la même manière, les acheteurs ne savent pas vendre auprès de leurs fournisseurs, donc des vendeurs, parce que dans certains cas, il y a des fournisseurs monopolistiques, il y a des fournisseurs qui ont la main sur un marché. Et si l'acheteur ne sait pas vendre à son fournisseur l'intérêt que le fournisseur aura de travailler avec lui sur le long terme, il obtiendra rien de bon. Il n'a pas de levier de pouvoir à actionner sur lui. Donc il a de plus en plus besoin de savoir faire ça. Et l'autre facette, c'est d'aller voir les vendeurs, et ils aiment beaucoup ça, c'est de leur proposer de comprendre le métier de l'achat. De quoi un acheteur a besoin, comment il raisonne, comment il fonctionne, de quoi il a besoin pour être le sponsor de son fournisseur en interne. Et en fait, ça change complètement la démarche de vente. Donc, moi, on va aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, tu es acheteur, tu es vendeur, tu Ouais, es négociateur. ouais, exactement. T'as tout dit. Super. Parfait. Te vendre toi, en tant que Oui. conférencier, en tant que formateur, en tant que futur humoriste international qui va faire l'Olympia parce que je sais que c'est ton rêve. Alors, Comment ça se oui. passe? Alors comment ça se passe? Ouais, effectivement, on n'a pas abordé l'angle de l'humour. Ça se ressent peut-être pas trop ici d'ailleurs, hein. Mais euh, en fait, j'ai voulu toujours faire marrer les gens, surtout quand ils ont de la peine, surtout quand ils se font face à des sujets difficiles. J'essaye d'apaiser les choses en tournant en dérision des choses qui sont lourdes en fait. Ça, c'est vraiment mon style, je me suis mis au stand-up il y a pas longtemps, il y a un an à peu près, donc j'ai fait plusieurs scènes, et là j'en ai d'autres qui sont programmées, et ça me plaît beaucoup, et puis surtout je réussis à faire rire une salle avec des sujets qui sont un petit peu gonflés de temps en temps, mais ça leur fait du bien, en tout cas de ce qu'ils me disent. Et puis voilà, j'ai voulu mélanger les genres, c'est-à-dire que dans mes conférences, je veux aussi que ce soit un moment où les gens, par la dérision, vont comprendre, vont changer de paradigme. Donc c'est aller chercher dans leur façon usuelle de faire ou dans leurs croyances actuelles ce qui pourrait être un petit peu modifié, pour les faire passer à l'action sur quelque chose qui est bénéfique pour eux. Donc je me sers beaucoup de l'humour pour ça.
Voilà, donc faire l'Olympia, oui, c'est mon rêve, ouais. Ouais, c'est un rêve qui est assez symbolique. Je me lève pas tous les matins en me disant que il y a que ça dans mon champ de vision, mais en tout cas, ouais. Et puis je me dis que c'est pas impossible en fait. C'est pas impossible. Rien n'est Voilà. impossible. Comme ils disent, Ok. impossible n'est pas français. Quoi, Exactement. Et j'ai parole j'ai de prévu de Québécois. faire le Festival d'Avignon cette année, voilà, en tant que festivalier. Donc, bah, c'est une première marche que je vais franchir vers cet objectif-là. Je reviens à ma question. Te vendre, toi, en tant que vendeur, négociateur, c'est c'est- c'est facile de vendre des choses, se vendre soi-même. Alors ta question, c'est de me dire comment je me vends ou pourquoi je Ben, suis meilleur que les autres, est-ce c'est ça? que le fait d'avoir ben, d'avoir toutes ces compétences et ces qualités, tout ce que tu as appris au fil des années, tout ce que tu enseignes finalement, toi en tant que vendeur, pour te vendre toi, c'est-à-dire, est-ce que la vente, là je vais peut-être tomber sur un terrain qui est pas tout à fait le même, mais quand même, tu as un produit à vendre qui est toi. Oui, Il y a beaucoup de gens qui sont des solopreneurs comme toi, comme moi, comme plein d'autres, et qui se retrouvent face au moment où ils se disent prendre le téléphone pour appeler les gens, faire du démarchage, ou envoyer des mails, ou faire des posts en 4 points sur LinkedIn, ou faire des choses comme ça pour essayer de me vendre, oui. ben, c'est pas facile. Mais toi, en tant que vendeur ou négociateur, parce que une fois que le client t'a appelé, ça, j'ai compris que tu avais, t'avais toutes les cordes. OK? Boum, 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 boum. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais oui. l'étape juste avant, c'est quoi le plus dur, le plus simple, le plus. Alors, ouais, il y a beaucoup de questions dans la question parce que tu parles en fait de prospection, c'est-à-dire le fait d'aller taper dans le dur, hein, voilà, d'ouvrir les premières portes et puis après de transformer l'essai, c'est-à-dire on a un premier contexte, etc. On comprend un besoin et on essaye de conclure une vente. Alors effectivement, j'ai toujours été meilleur dans la deuxième partie, c'est-à-dire que de mettre les buts dans le filet plutôt que d'emmener la balle jusque dans la surface de réparation, on va le dire comme ça. OK. Mais en fait, j'ai deux façons de procéder. La première, c'est de me bâtir une légitimité, c'est de me dire, me convaincre, enfin, me dire pourquoi je suis bon et qu'est-ce que j'ai l'impression de faire mieux que les autres. En tout cas, qu'est-ce que je peux proposer en toute confiance. Et la deuxième, c'est de me dire, je cherche pas à me vendre avec des arguments où je vais dire, bah, je suis meilleur que les autres parce que je sais faire ça et puis les autres ils savent pas. Je rabaisse jamais les autres, jamais. En fait, c'est dans ma manière de poser les questions où les clients vont sentir que ils creusent là où il faut. Nous, on l'avait pas vu comme ça, etc. Il est en train de comprendre quelque chose. Et puis plus j'accompagne des gens en fait dans des problématiques qu'ils ont de négociation et de vente, plus je me rends compte que je les aide réellement et que eux ont des résultats et que ça débloque des choses chez eux. Donc en fait, si je résume tout ça en une phrase, c'est je me concentre sur ma capacité à débloquer chez les vendeurs, les acheteurs, les négociateurs d'une manière générale, à trouver un chemin en fait, un chemin créatif dans quelque chose dans lequel ils sont complètement bloqués, complètement enfermés. J'ai une vision du Mais succès qui est générale en fait. Mais elle est basique. Hein. C'est atteindre un objectif. Mais on mesure le succès que par l'atteinte d'un objectif. Mais comme personne se fixe des objectifs très très précis, ah, c'est pas toujours facile de constater le succès et de le consommer comme un succès. Euh, enfin, pour là, je vais plutôt sur les vendeurs. Euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que ils peuvent vite se décourager parce que la montagne paraît toujours. Tiens, je vais t'expliquer ça par un exemple. J'ai eu quelqu'un dernièrement qui m'appelle, qui me dit, ça fait 2 ans que j'arrive pas à signer des contrats, j'ai un super produit. Elle m'explique effectivement, moi je trouve que c'est un super produit, c'est un logiciel qui va permettre de capitaliser l'expérience dans une entreprise. Moi je trouve ça fantastique parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup de savoir. Et donc elle m'explique, etc. Plusieurs cas de figure, dont un qu'elle est en train de vivre. Et puis je comprends qu'elle est avec ce qu'on appelle des grands comptes, des grandes sociétés, etc. Et en fait, quand on n'est pas préparé à ça, on se fait malmener dans une espèce de machine à laver où il y a plusieurs interlocuteurs, etc. Et on essaye d'être bon élève, de faire ce que le client nous demande, etc. Et en fait, ça n'amène jamais à rien. On n'a pas de réponse, on nous répond pas, et on finit par se dire, j'ai pas été bon.
j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas amené les bonnes réponses, mon produit leur plaît pas, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Dans la majeure partie des cas, le produit plaît. C'est pas le problème. C'est juste qu'il faut arriver à comprendre que c'est très très difficile de conclure une vente dans une grande structure parce que bah, il y a beaucoup de gens qui décident, il y a beaucoup de gens qui empêchent les autres peut-être de décider, qui ralentissent, il y a d'autres priorités qui les rattrapent parfois. Donc il faut faire preuve d'une persévérance de dingue, multiplier les contacts, comprendre qui peut être notre sponsor, etc., pour réussir à faire une vente dans ce milieu-là. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, peut décourager beaucoup les vendeurs. C'est quoi ton conseil numéro un, si tu avais un conseil ou peut-être plus qu'un à donner à des gens qui peuvent l'appliquer parce qu'un vendeur, on est toujours en train de se vendre à tous les jours. Alors, c'est pas une question facile, parce que des conseils, il y en a plein. Mais ce qui, pour moi, domine un peu tout le reste, en tout cas dans mon esprit, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est que pour vendre, faut pas vendre, quoi. Faut donner envie d'acheter. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on se met dans une dépendance de dire je dois absolument conclure ma vente, on se met dans le schéma négatif, on va voir tout ce qui va pas, et donc la chance arrivera pas, on la saisira pas. À partir du moment, et c'est pas facile à faire, hein, parce que souvent on a aussi besoin de conclure cette vente-là. Donc ça nous renvoie vers ce qu'on disait au début, c'est gérer le doute, ne pas maîtriser quel va être le futur. Mais à partir du moment où on se dit c'est le client qui a besoin de moi et c'est pas moi qui ai besoin de lui, ça change tout. Parce qu'on se comporte plus de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à le sursolliciter, à surargumenter, à en faire des caisses pour essayer de toucher quelque chose qui va permettre de conclure la vente. Simplement, on se positionne comme quelqu'un qui fait bien son truc, qui a confiance dans ce qu'il vend ou dans ce qu'il propose, hein, si on parle de marque personnelle, et on se fait désirer quelque part. Alors, on dit pas, on se comporte pas comme une star, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a expliqué ça un jour, il y a une dizaine d'années, qui m'a dit, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment très très bon en prospection, et qui m'a dit, mais non, mais quand j'appelle, moi je considère que j'appelle comme si c'est eux qui avaient besoin de moi. Donc c'est eux qui ont la chance que je les appelle, c'est pas l'inverse. Et ça a vraiment OK. tout changé dans mon esprit. Là, on est pleinement dans le mindset. Et à partir du moment où on a confiance dans ce qu'on propose, et ça renvoie aussi vers ce besoin d'avoir confiance en moi que je cultive depuis que je suis gamin. À partir du moment où on a confiance en soi dans ce qu'on propose, bah, on peut appeler, on peut contacter, on peut parler en se disant, t'as sûrement besoin de moi et tu le sais pas encore. Voilà. Je t'oblige pas, mais voilà, il y en a pour qui ça a bien marché et ça me donne une pleine confiance dans le fait d'aborder les gens. OK. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont sourire. J'ai déjà des visages de personnes qui vont écouter ça et qui vont se dire, ouais, ouais, OK, il est gentil, mais tu appelles quelqu'un en disant, vous avez, de façon inconsciente, vous avez besoin de moi. Et j'ai plus que moi, j'ai besoin de vous, entre guillemets. Il y en a qui vont Ouais. répondre, ouais, mais il faut quand même que je paye les factures à la fin du mois. Fait que, la, la- la Bah oui. motivation, la motivation peut venir jouer. Là. On revient un petit peu à ce qu'on disait, c'est quoi ton carburant? Est-ce que c'est une passion que tu entretiens? Est-ce que tu fais ça pour de l'alimentaire? Bon, là, il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de Mais compte. On va pas débattre là-dessus, mais c'est aussi, je pense que c'est important c'est- à avoir en tête. on, alors, ok, mais on peut sourire et dire bah non, mais j'ai besoin de payer les factures à la fin du mois, mais on les payera pas plus si on fait comme aujourd'hui ou si on appelle en se disant on a besoin de l'autre, ça marchera pas mieux, hein. C'est pas con. C'est pas C'est con. clairement ça marchera pas mieux. Euh, donc en fait, pour moi, je m'accroche à l'idée de si on fait comme tout le monde ou comme enfin là on est vraiment beaucoup sur la vente, on parle peu d'achat ou de négo, mais peu importe, c'est intéressant. Si on reproduit un schéma qui a montré ses limites, le fait d'appeler dans une posture de demande en fait finalement quand on vend, on sait que ça donne de très faibles résultats, sauf si on multiplie cette approche par un très très grand nombre, donc il faut en faire beaucoup. Euh, C'est, il faut forcément trouver une manière alternative de faire. Et ça, c'est toujours un petit peu c'est un petit peu ma signature. J'essaye toujours, que ce soit en négo, que ce soit en achat, que ce soit en vente, de trouver une alternative
Parce que reproduire les mêmes schémas depuis longtemps, parce que les gens enfin, s'imitent entre eux, hein, même dans ce métier-là, en fait, hein, on retrouve les mêmes pratiques un petit peu partout. Et en fait, les résultats sont très limités, donc faut être créatif et innovant. L'innovation et la créativité, c'est pas réservé à des métiers soit artistiques, soit à des métiers techniques. C'est en égo, la créativité, c'est la première qualité. En vente aussi, en achat aussi. C'est la première qualité. Donc, il faut oser se mettre dans un état d'esprit qui est pas intuitif, euh, être créatif dans ce qu'on raconte, dans les questions qu'on pose surtout, ça c'est le plus important. Et ça tu l'entendras partout. Hein. Tous ceux que je suis et qui proposent enfin une approche de vente que moi je trouve très bonne, mettent l'accent sur les questions en premier. Les questions, le questionnement en premier lieu, c'est ce qui est le plus important. Mais c'est pas juste le fait de poser des questions, c'est qu'il faut qu'elle soit créative, faut qu'elle chatouille l'autre, faut qu'elle lui fasse explorer une façon de penser qui était pas la sienne au départ. Faut aller chercher quelque chose, quoi. Faut provoquer quelque chose. Parce que l'impression qu'on laisse en tant qu'individu, qu'on soit dans une marque personnelle ou qu'on représente une entreprise, c'est capital dans la vente. On vous achète, parce que c'est vous. Voilà, à OK. 80%. Rapidement, une anecdote ou deux sur ton plus gros échec dans le monde soit de la négociation, de la vente, le truc où tu te dis ah, là, j'ai pris cher, là, ça m'a piqué. Puis le truc dont tu es le plus fier en quelques secondes. Vas-y. Non, j'ai pas d'échec, Vincent. Je sais pas ce que tu. Alors, Je ne connais pas l'échec. de, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Non, alors, c'est pas pour me défiler, je vais pas me défiler. En fait, mais je cultive pas, enfin, je collectionne pas mes échecs comme des trophées qui me rappellent toujours que je les regarde dans un coin en me disant ah, la prochaine fois ça m'arrivera pas. En fait, je les consomme comme n'importe quoi d'autre dans la vie qui sont des choses éphémères, qui t'apprennent des choses, mais voilà que je les oublie, donc je les hiérarchise pas, je les collectionne pas. Je OK. sais juste que en négociation, ce qui m'a toujours été dommageable, c'est de ne pas maîtriser le timing. C'est-à-dire de procrastiner, par exemple, de laisser une situation parce que je savais pas comment l'aborder, je laissais traîner, etc. Et il y a toujours quelque chose d'autre qui va venir perturber, c'est-à-dire qu'il y a un autre événement dans la relation commerciale qui va arriver et qui va complètement changer la donne. Et donc c'est trop tard. OK. À l'inverse, si on veut que ça traîne pour des raisons particulières, il faut savoir le décider. Mais en tout cas, le timing ne peut pas être subi, il doit être toujours décidé. Ça va donner un conseil à quelqu'un là-dessus? Alors, pour la négociation, ce serait d'avoir un plan, des stratèges, en fait. Il faut toujours avoir un plan. D'élaborer un plan. Je me réfère souvent à l'art de la guerre, donc qui est un vieil ouvrage, hein, Oui, très bon livre. sans vouloir véhiculer que la négociation est une approche belliqueuse, mais en tout cas, il y a des grands principes qui illustrent très bien ça, c'est-à-dire le fait de prévoir comment les choses peuvent se passer. Et encore une fois, pas dans la volonté de faire du mal d'obtenir un avantage excessif. C'est juste, en fait, si on n'a pas de plan, si on n'a pas de stratégie, on peut pas mettre en place une tactique et appliquer, c'est-à-dire euh, mettre en œuvre une négo sur laquelle on a la pleine maîtrise, quoi. Il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu, mais à partir du moment où on a un plan, ça change vraiment tout. Voilà, donc faut être stratège en fait. Voilà, pour moi la négo c'est un jeu, hein. OK. C'est un jeu, donc en fait ça se joue comme un jeu de stratégie. Il faut anticiper les choses, avoir un plan et le dérouler. Donc le timing, le temps, ça fait partie ça fait partie du plan. Pour en revenir vers OK. ça. Et après, un conseil plus général pour quelqu'un, euh, d'un point de vue état d'esprit, peut-être, au-delà de la négo, au-delà de la vente, au-delà de tout ça, c'est celui que je donne à mes enfants, c'est ne pas croire au fait que ce qu'ils décident aujourd'hui, c'est-à-dire l'orientation qu'ils prennent ou les choix qu'ils font aujourd'hui, vont conditionner toute leur vie. Si on Ah, se OK. prépare à suivre un seul chemin, c'est la meilleure façon de se perdre. Donc, ouvrez vos écoutilles, regardez autour de vous, soyez curieux, testez, osez. Bon, Ouais. c'est des grands principes quand on parle de développement Bah, personnel ou toutes ces c'est choses-là, cela mais c'est la réalité.
Bah, c'est pour une fois se laisser la possibilité que rien ne soit éternel et que c'est pas plus mal comme ça. Il y aura d'autres bonnes choses qui vont arriver et qu'on a le droit de changer de voie et que, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir. Mais faut avancer. Voilà, faut avancer, faut. OK. OK, OK, Je OK. crois que ce qui m'a Euh, été le plus dommageable, c'est juste pour finir ça parce que je rembobine légèrement une question que tu m'as posée. Ce qui m'a été dommageable, c'est de trop réfléchir et de pas assez agir. Et à chaque fois que Trop je l'ai fait, réfléchir, pas j'ai assez regretté. agir. OK. Clairement. Ce que j'ai Et appris ces derniers temps qui m'est le plus utile, c'est que l'action ne vient pas de la stratégie vient de l'action. Voilà, donc faut se mettre en mouvement pour après avoir un plan. On pourrait dire, mais attends, il a pas dit ça il y a 2 minutes là sur la négo. Faut faire la différence. Tout dans la vie n'est pas négociation, d'accord? Donc, simplement, c'est dire, on ne peut pas tout prévoir. S'il faut prévoir la négociation, on peut pas tout prévoir dans sa vie au quotidien, tout anticiper, etc. Donc, il faut se laisser la possibilité d'agir sans trop réfléchir parfois et d'avoir un plan après qui se forme. Voilà. Ce qui n'est absolument pas ce que je recommande dans un acte commercial, hein, soyons clairs. Voilà. OK. Génial. Olivier, j'aimerais savoir c'est quoi pour toi avoir un bon mindset parce qu'il y a des gens qui vont facilement se décourager parce qu'ils ont toujours l'impression de ne pas avoir réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Toi, tu te motives comment? Comment tu fais? Comment tu conseilles? Parce que tout à l'heure, tu disais à tes enfants, j'ai beaucoup aimé la phrase, il n'y a Ouais. pas, qu'il y a pas, comment je dirais ça, il n'y a pas qu'une. C'est en allant sur un chemin unique qu'on risque de se perdre. Voilà, exactement. Suis, suis, Suivre un seul chemin, c'est la garantie de se perdre, quoi. Voilà, suivre un seul chemin, c'est la garantie de se perdre. Donc, c'est une très belle phrase. Et comment t'expliques à un enfant, à un ami, à un collègue, à un pur inconnu, je sais pas, autour d'une table, ou t'es en train dans un cocktail, qui n'a pas l'air d'avoir le moral, et tu veux essayer de pas lui remonter le moral, parce que c'est pas une question de remonter le moral, c'est simplement parler de l'état d'esprit, de mindset, pour être dans la dynamique positive, de productivité, sans qu'on rentre dans le pense positif, la vie va être positive. Ouais. En fait, si un inconnu, par exemple, je lui demande à quand remonte ton dernier échec? S'il s'en souvient pas ou qu'il sait pas, ça m'inquiète. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de garder en ligne de mire mes échecs et surtout d'être sûr qu'il y en a un pas loin, récemment. Parce que ceux qui réussissent, c'est pas compliqué. Les success stories, elles sont faites de gens qui se sont plantés, mais régulièrement. Et en fait, dans tout ça, c'est pas le fait de dire faut beaucoup se planter, c'est-à-dire que c'est plutôt de dire il faut faire beaucoup de choses. Et on peut pas tout réussir. Et à partir du moment où on fait beaucoup de choses, ça reboucle un peu avec ce qu'on disait avant, c'est qu'il y aura forcément des, des succès. Après, l'autre raison d'avoir un échec pas loin de soi, toujours avec soi, c'est de se dire j'ai vraiment appris un truc là. Un succès, ça apprend rien, c'est une émotion qu'on consomme rapidement, qui dure pas longtemps d'ailleurs, qui peut nous faire la semaine, mais pas plus. Alors qu'un échec, c'est un truc qui nous fait réfléchir tout de suite, très très vite, et on va s'en souvenir très longtemps. Pas de l'échec, mais en tout cas de la conclusion qu'on en a tirée. Par exemple, là, on a enregistré quelque chose, tu m'as posé des questions, j'ai fait des réponses spontanées. Je suis pas complètement content de ce que j'ai dit. Il y a des choses que j'aimerais changer, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je me dis tiens, ça va alimenter ma façon de réfléchir, de penser, de répondre pour la suite. Donc c'est très bien. Si tu n'as pas eu beaucoup d'échecs, pose-toi des questions. Parce que en réalité, c'est parce que. Voilà. Bah c'est que t'as loupé quelque chose. C'est que t'as loupé quelque chose. En fait c'est quand je dis que t'as loupé quelque chose, c'est que tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Si tu te conditionnes à croire que tu réussis tout le temps, c'est que t'as pas vu là où tu t'es planté, t'apprendras jamais rien. Donc, mais quand je dis planter, attention, c'est pas des gros drames à chaque fois, hein. Non. Je dis pas aux gens ayez une vie de merde, vous irez vers le succès. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est plutôt des petites choses. On répond des choses spontanément, on se dit ah j'aurais pas dû dire ça, etc. Bon ok, mais pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que c'est la timidité? Est-ce que c'est la peur de décevoir qui finalement nous rend maladroits? Est-ce que c'est voilà, il y a plein de choses. Donc, Olivier, pour conclure, si tu avais à me vendre, Olivier, mais pas en tant que produit, pas en tant que conférencier, pas en tant que formateur, pas en tant que négociateur, en tant qu'être humain, OK? Pourquoi je devrais connaître Olivier Monin? Parce que j'aime comprendre et aider les gens. Donc
Et puis j'aime que les débats soient riches, soient constructifs, tout le monde a quelque chose à apporter, donc je m'intéresse beaucoup à ça. J'aime beaucoup poser des questions, voilà. Et en général, ça permet aux gens de s'exprimer, de les orienter vers quelque chose. Donc, quand on s'intéresse aux mêmes passions que moi, ça peut créer un lien supplémentaire. Et puis de chercher à apprendre ce que eux ils ont conclu de la vie, parce que il n'y a pas que mon paradigme qui compte. Je comprends, j'aime comprendre pourquoi les gens tirent certaines conclusions, etc. J'aime ça. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'aime la négociation. C'est parce que si je m'intéresse pas à l'autre pour construire un accord solide, durable, avec de la valeur à l'intérieur, au-delà du différent qui nous a amené à en parler, c'est d'une pauvreté incroyable. Et je peux pas rester là-dessus. Voilà, donc mes 4 valeurs, si je résume, c'est celle d'Aristote, hein, c'est le courage. Donc le courage de faire des choses où parfois on est plus confortable à pas oser. C'est la tempérance, le fait de pas être dans l'excès, ni dans le fait d'être trop généreux, ni dans le fait de trop vouloir prendre. Et puis dans les réactions qu'on peut avoir, c'est la justice, avoir le sentiment d'avoir été juste, c'est important. Et puis c'est la garantie aussi que les relations entre les personnes seront solides dans la durée. Et puis la prudence, c'est quand même de faire preuve d'une forme c'est lié à la stratégie, c'est savoir que ce qu'on va décider, ce qu'on va faire, c'est pas trop téméraire, quoi. Voilà, savoir un petit peu où on va. Donc, Monsieur Monin, un homme prudent qui est stratégique, qui se nourrit des succès, mais surtout de ses échecs pour pouvoir avancer. C'est un homme passionné et quand il y a une passion, ben, il s'y met à fond. Qui a un gros défi, c'est de monter sur scène, qui est l'Olympia un jour, et ça, c'est ce qu'on te souhaite de tout cœur, vraiment de tout cœur. Et si on veut te suivre sur les réseaux, si on veut te suivre, si on veut t'accompagner, si on a des contacts pour te faire aller à l'Olympia, comment on peut te joindre? Alors le plus simple, c'est LinkedIn sur mon profil Olivier Monin, mais j'ai aussi un compte Instagram, Facebook, TikTok. Voilà. Donc sur mon compte LinkedIn, c'est plus une vitrine pour le côté négociateur, conférencier. Et sur les autres réseaux, je mets plus en avant le côté humoriste, stand-up. Un peu de conférence aussi, mais voilà, cet aspect-là. Magnifique. Olivier, j'espère que tu as passé un bon moment. C'était génial. Moi, j'ai vraiment appris encore plus sur plein de choses. Puis, toujours un plaisir de continuer à échanger sur tous ces sujets, même hors caméra. Et pour nos invités qui vont, dans le futur, prendre le siège à ta place et participer à ça, qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les inviter à se livrer tel que tu le fais aujourd'hui? Tout simplement que parler avec toi, tu vas reboucler sur les questions. En fait, tu vas aller chercher toujours un petit peu plus loin que les questions qu'on peut entendre en général. Et puis, dans tes questions, il y a aussi des réponses qui relancent bien le débat, qui enrichissent les choses. Et pour avoir échangé hors ce temps-là avec toi, ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis de forger un autre mindset. Donc en fait, le mindset sur lequel tu m'as interrogé, récemment, il a été bien modifié positivement grâce à toi. Et ça, je pense qu'il faut que ça se sache. Écoute. Donc venez vous laisser faire. J'ai envie de dire, venez vous laisser faire, c'est très agréable et très enrichissant. Merci à toi, mon ami. Je vais te souhaiter le meilleur. Puis, n'hésitez pas à contacter Olivier pour ne serait-ce qu'aller prendre un café, discuter avec lui, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec cette personne. Cet homme, ce conférencier, cet humoriste. Olivier, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. Le chemin d'Olivier. Parti d'un milieu modeste, à l'est de la France, en quête de confiance, propre sens et chance. La danse et la magie, l'électronique aussi, l'astrophysique et la photo, ces passions l'ont construit. Sur le chemin de la vie, jamais une seule voie suivie. La peur comme moteur, l'échec comme leçon, c'est comme ça qu'Olivier trace son horizon.
15 ans dans l'automobile, il a tout retourné. De l'autre côté de la table, une révélation. Comprendre les deux faces de la négociation. Aristote guide ses pas, 4 valeurs cardinales: le courage et la prudence, la justice idéale, la tempérance en balance. Pour avancer plus loin, c'est la recette d'Olivier, son secret du quotidien. Sur le chemin de la vie, jamais une seule voie suivie. La peur comme moteur, l'échec comme leçon, c'est comme ça qu'Olivier trace son horizon. L'humour comme signature, la sève comme défi. L'Olympia en rêve, rien n'est impossible ici. Formateur, conférencier, toujours en mouvement. Car rester sur place, c'est se perdre sûrement. Sur le chemin de la vie, jamais une seule voie suivie. La peur comme moteur, l'échec comme leçon, c'est comme ça qu'Olivier trace son horizon. Car suivre un seul chemin, c'est la façon de se perdre. Alors il avance, il fait des barrières.